tu veux vendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, tu es obligé de faire en sorte que cette personne te... Aujourd'hui, d'après toi, pourquoi Spotify, Netflix, Facebook, ils vendent tous des abonnements? C'est parce que... Quand tu parles du prix, ils vont te dire c'est cher. Ça, c'est une règle d'or dans la vente. Si tu connais pas ça, tu peux pas faire de business. Les salles de sport, ça coûte 30 € par mois aujourd'hui, parce qu'ils savent que 80% des gens ne viennent jamais en salle. Avant même que tu parles du prix, il est déjà bloqué. Et en fait, la technique, c'est un bon vendeur aujourd'hui, ça nous coûte 5 € par mois et ça rapporte 5. Je t'arrête 30 secondes. Je suis Rassem Flazi, je suis fondateur de Legal Place. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé et le moyen le plus simple pour créer une société en France. Un entrepreneur sur 10 crée sa boîte sur Legal Place. Si tu veux créer ta boîte, je t'ai mis un lien en dessous avec un code promo pour avoir une réduction. Salut Rassem, ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. On se voit encore pour Business Class. On a fait une vidéo sur les ventes qui a très bien marché, sur lesquelles il y a eu beaucoup de retours, sur lesquelles les gens nous ont demandé plein de choses supplémentaires. Donc la dernière fois, on a donné plein d'exemples concrets de ventes en direct, en one-to-one, entre un vendeur et un client. L'idée aujourd'hui, là maintenant, c'est de se pencher sur ce qui fait une vente de A à Z en entier et surtout de se dire que la dernière fois, on a parlé d'une vente à un individu, mais en fait, quand on crée une entreprise, et c'est le cas de beaucoup de gens qui font sur Legal Place, on a des cibles différentes. C'est-à-dire qu'on va peut-être vendre à des PME, à des gens dans le grand public ou à des très grands groupes. Et là, les ventes s'organisent et ne se font pas du tout de la même façon. Et c'est ce qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui pour essayer de disséquer un peu toute cette mécanique-là. Ouais. Alors, c'est vrai que la vente, c'est très large parce qu'on a beaucoup parlé de vente en boutique. Donc, c'est à des particuliers qu'on est en train de vendre. Mais c'est très différent de vendre à des très grands comptes. Si tu vas vendre à Total ou à Auchan, c'est pas la même chose que si tu vas vendre à la PME du coin ou si tu vends à un consommateur. On va prendre plusieurs exemples pour comprendre, mais si tu vends à un consommateur, on va se dire que c'est quelqu'un qui va à la salle de sport. Ça, c'est un consommateur, c'est un particulier. Une PME, c'est une boîte qui fait soit 0 à 10 salariés, ça c'est une TPE, soit 10 à 200 salariés, ça c'est une PME. Et au-delà de ça, on va dire, pour simplifier, que c'est les grands comptes. Mais même ça, il y a des niveaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se dire combien d'argent je mets sur la vente, parce que les vendeurs, c'est de l'argent, c'est des salaires, c'est du temps, etc. Donc, c'est des coûts d'acquisition client. Tu dois mettre ça en face de combien d'argent rapporte le client. Ouais. Oui, parce que la donnée de base, c'est qu'en fait, on est dans une société capitaliste, donc tout repose sur la vente, oui. Tout repose sur le chiffre d'affaires. Et donc, dans une société, dans une entreprise, quand on crée son entreprise, oui. La façon dont on va vendre, c'est vraiment central. Exactement. Pour la survie et la santé de l'entreprise. C'est vraiment l'existence de la boîte. L'existence, ouais. En fait, les meilleurs business, c'est les business d'abonnement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de business classiques sans abonnement où il y a des gens qui ont innové dans le modèle pour les rendre. Et ça, c'est l'histoire de Bernard Tapie, par exemple, qui même lui a introduit. Il avait introduit l'abonnement sur le marché de... comment on appelle ça? De l'électroménager. Ah ouais? Oui, c'était une des idées qu'il avait introduites, où tu étais abonné, tu avais un service en plus, etc. Et les salles de sport, c'est des abonnements. C'est connu que c'est des abonnements qui, finalement, la plupart des gens qui sont abonnés ne vont même pas à la salle. Et en fait, la valeur de l'abonnement, c'est que plus tu ramènes des clients, plus tu accumules du chiffre d'affaires, alors que celui qui ne vend pas des abonnements, chaque mois, il doit reconquérir de nouveaux clients pour faire le même chiffre d'affaires que le mois d'avant. Oui, c'est ça, c'est l'intérêt de la récurrence, c'est d'avoir un revenu récurrent. Celui qui accumule des abonnés, voilà. Même s'il arrête d'avoir de nouveaux clients, il fera quand même le même chiffre que le mois d'avant, sauf ceux qui se désabonnent, bien sûr. Mais il n'a pas besoin tout le temps de reconquérir de nouveaux clients. Et donc, comment tu regardes combien un client te rapporte sur une durée de 1, 2, 3 ans, sur sa durée de vie, et tu te dis, OK, moi, le coût pour acquérir ce client-là doit être 1/3 ou 1/4 de combien va me rapporter le client en marge sur toute sa vie, en fait. Tu vois, si le client reste 3 ans, sur 3 ans, le mec, il me paye 1 000 € par an en marge, parce qu'il va me payer 2 000, mais moi, ça me coûte 1 000, etc. Donc, ça me rapporte 3 000. Donc, je ne dois pas dépenser beaucoup plus que 1 000. Ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Moi, je trouve ça hyper pertinent, d'ailleurs, qu'on prenne cet exemple des abonnements, parce que quand on regarde les 10 plus grosses sociétés en capitalisation boursière dans le monde, c'est des boîtes tech qui reposent principalement sur de l'abonnement. Oui. Qui ont des revenus récurrents, oui. Des SAP ou des boîtes qui sont des SaaS, donc ce qu'on appelle software as service, c'est-à-dire des gens qui créent des abonnés, enfin qui accumulent des abonnés, des abonnements, oui. Pour avoir des revenus récurrents. Il y a Google, il y a Facebook, enfin Meta. Ce n'est pas des gens qui sont directement abonnés à un service payant,
mais c'est des gens C'est qui un sont... usage récurrent. C'est un usage récurrent avec de la Oui. publicité récurrente Oui. et c'est ça qui est vendu en fait, c'est la publicité récurrente sur cette base-là. Donc en fait aujourd'hui, c'est ce qui permet d'être le plus riche de façon la plus sûre et le plus rapide possible en fait. Ouais. Le système d'abonnement, Oui. c'est comme ça. Et donc l'enjeu, c'est de comment on fait. Et c'est aussi là où c'est le plus dur. Donc c'est là aussi où on voit les meilleures techniques de vente, les plus pertinentes pour Oui. créer du revenu récurrent. Ouais. Dans tous les cas, que ce soit un business récurrent ou un business transactionnel, dans tous les cas, tu dois être capable de savoir combien le client te rapporte. Si c'est un business transactionnel et que le mec achète dans sa vie 2 fois chez toi, dans les 3-4 ans, c'est 2 fois la marge de la transaction. Et tu te dis, OK, ça, c'est la valeur d'un client. Combien il m'apporte de valeur à ma boîte? Et donc, le coût pour l'acquérir doit être un tiers ou un quart de ça. Par exemple, si c'est une salle Ça, c'est de des sport... chiffres qui sont établis pour Ouais, pour des rentabilités. Ouais, c'est une règle d'or. La raison, c'est que cette marge-là doit pouvoir te payer aussi les salariés de la boîte qui travaillent et te laisser quand même une marge pour toi. Donc, il y a 3 tiers, un tiers pour le coût d'acquisition, un tiers pour les coûts fixes de la boîte, les salaires, les locaux, et un tiers, c'est la marge de la boîte. C'est ça un peu pourquoi on dit que ça doit être un tiers. Et en fait, la valeur d'un client, pour donner un exemple facile, c'est que si tu as une salle de sport et que tu as un abonné qui arrive, cet abonné-là, il paye, je sais pas, 100 € par mois. Et que toi, la marge par rapport à tous les coûts de la boîte, c'est peut-être un tiers ou la moitié. Ça veut dire que le mec te paye 1200 l'année, il va rester en moyenne 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent dans les salles de sport, il reste jamais 10 ans en moyenne. Et donc, c'est 1200 € la valeur totale sur 2 ans. 2400. Non, la marge. Ah pardon, oui. 2400 de chiffre d'affaires et du coup 1200 de marge. Et donc, ça veut dire que ça ne doit pas être beaucoup plus que 300 € ou 400 € le coût pour acquérir un client. Donc, Et comment tu mesures justement ce coût d'acquisition? C'est très simple, c'est la masse de commerciaux que tu as, combien elle t'apporte de clients par mois, tu vois. Et donc tu divises et tu es capable de savoir en euros combien un commercial, combien un client t'a coûté, tu vois. Alors, je dis une bêtise parce qu'il faudrait rajouter les charges salariales, etc. Mais si on se dit que le coût d'acquisition est de 300 € par client, ça veut dire qu'un il y a un commercial qui paye est payé 3000 voilà, par mois, il doit ramener 3000 par mois, il doit ramener 10 dans le mois. 10 clients. Ouais, exactement. Et donc c'est comme ça aussi qu'on fixe des objectifs aux commerciaux. Oui, exactement. Donc le commercial, après, il y a tout un système, on parlera une autre fois de comment fixer son variable, parce qu'un commercial qui n'a pas de variable ne peut pas vraiment performer. Il faut des incitations, des incentives. Ouais, il faut une énorme incitation, et souvent c'est même la moitié du salaire est en variable. Mais mettons, si le mec coûte 3000, il doit vraiment rapporter 10 et plus pour que tu rentres dans l'équation. Et donc, ça veut dire parfois que tu ne peux pas l'avoir en France, ce commercial. C'est pour ça que dans les salles de sport, à un moment, c'était la mode des commerciaux au Maroc, par exemple. Via des plateformes d'appel, parce que là, c'est des commerciaux qui démarchent. Soit les plateformes d'appel, soit même des gens qui eux-mêmes sont allés dans ces pays-là, Tunisie, etc. Ils ont créé une structure de vente et ils savent que là-bas, comme ça ne coûte pas 3000, mais peut-être 1000 ou même 500, le mec, même s'il ne te rapporte que 2 ou 3, il est rentable. Et il ne va pas être aussi bon qu'un mec en France, parce que le français, il a des codes qu'il faut, il va savoir plus convaincre quelqu'un qui vient du même milieu que lui. Mais le Tunisien aura besoin de vendre 2 ou 3. Donc à un moment, c'était un peu la mode. Tu avais des armées de commerciaux qui ont permis à toutes ces chaînes de sport d'avoir des clients. Parce qu'en réalité, en France, personne ne coûte 3000 par mois. Parce qu'avec les charges et le variable, ça va plutôt te coûter 4000 sur des commerciaux pas les plus entraînés en France. Et donc, il faut qu'ils vendent à plus que 10. Et c'est très dur de vendre à plus que 10 parce qu'ils prennent des listes de numéros de téléphone qu'ils essaient de choper de quelque part. Si c'est payant, ces listes-là, tu dois compter le coût de ces listes-là dans le coût d'acquisition. Et donc, en fait, c'est très dur d'appeler des gens lambda à froid et en convertir 10 à la salle de sport parce que c'est même pas ciblé. Tu appelles vraiment monsieur tout le monde, tu peux tomber sur des gens qui n'ont rien à foutre du sport, etc. Donc ça, c'est consommateur. Donc c'est très dur finalement pour un produit de grande consommation qui par exemple la salle de sport. C'est très dur de vendre ça par des commerciaux parce que ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça que pour les consommateurs, on fait du marketing plutôt que de la vente. Il y a beaucoup plus de dépenses sur la pub, etc., qui te ramènent des clients sans commerciaux plutôt qu'avec des commerciaux, tu vois. Ensuite, ceux qui te payent un peu plus que les particuliers, c'est les TPE.
Ça va être des boîtes qui vont payer des services entre 1 000 € par mois, enfin ça peut être même moins, entre 200 € par mois et 5 000 € par mois. Les PME vont payer des services un peu plus chers et les grands comptes, c'est des deals à 1 million par an, 500 000 € par an, etc. Tu vois. Donc si tu prends l'extrême, à savoir les très grands comptes, c'est sûr que si tu as des deals de 500 000 €, c'est des deals qui se discutent pendant 1 an et demi. En général, les grosses boîtes, tu mets entre 1 an et 2 pour vendre quelque chose à ces grosses boîtes. Parce qu'il faut être référencé, il faut détecter les bons décisionnaires. Il y a 20 personnes qui valident parfois pour un seul deal. Alors, ce qui veut dire que si tu as des circuits de décision qui sont aussi longs, Ouais. tu peux pas reposer tout ton business model sur une vente auprès d'eux. C'est-à-dire que tu dois avoir d'autres clients en récurrent pour pouvoir payer tout le monde Ou pendant alors, 1 an et demi, 2 ans. Ce qui se passe vraiment, c'est que ceux qui vendent à des grands comptes, en général, bossent dans les grands comptes pendant 20 ans. C'est pour ça que les entrepreneurs qui arrivent à vendre à des très grands comptes, en général, sont beaucoup moins jeunes que ceux qui font des business pour particuliers, tu vois. Genre, c'est des cheveux gris. Alors, mais pourquoi ? Parce que c'est des mecs qui connaissent très bien ces grands comptes, ils ont bossé chez eux pendant très longtemps. Et souvent, leur premier client, c'est la boîte dans laquelle ils ont bossé. Parce qu'ils ont détecté un besoin énorme dans cette boîte-là. Ils ont vu que personne n'arrivait à solutionner ce problème pour eux. Donc ils se sont dit, ok, la boîte n'a pas envie de développer une solution pour ça en interne. Donc moi je sors, je la développe et je connais très bien tous les décisionnaires, je sais de ce dont ils ont besoin. Donc je vais signer très vite ce premier gros client. Et en général, avec un deal de 500 000 ou 1 million, tu arrives à vivre et tu commences à signer des boîtes qui ressemblent. Donc tu as plein de gens qui quittent BNP, qui créent un logiciel que BNP n'a pas voulu développer mais elle n'a pas trouvé sur le marché. Et ils signent directement à la BNP. Et ensuite, ils vont voir Société Générale, etc. Tu vois. C'est un modèle très classique. Mais d'ailleurs, c'est important dans ce que tu dis là, et c'est justement dans la technique de vente, c'est que le process, justement, pour ces grands comptes, il y a un truc sur la durée, il y a aussi un truc sur les circuits de décision et sur les interlocuteurs. Oui, et même dans le style de vente, c'est très différent parce que c'est que du relationnel. C'est du relationnel, ouais. Et plus t'es petit, et moins c'est du relationnel. Les mecs, si tu vends à des gens pour la salle de sport, c'est zéro relationnel, c'est des gens que tu connais pas. Et quand c'est une PME au milieu, donc c'est ni un grand compte ni un très petit consommateur, ça va se baser beaucoup moins sur le relationnel et c'est beaucoup plus systémique. C'est-à-dire que il y a des étapes très précises à suivre. C'est des ventes à 1 mois et demi, 2 mois maximum, selon la taille de la vente. Et donc, tu ne peux pas te permettre de rentrer dans des relations personnelles que tu nourris pendant 1 an quand c'est une PME. Par contre, quand c'est des grands comptes, tu dois avoir le badge de la boîte, tellement tu as visité cette boîte-là. Tu dois inviter les gens à des matchs de rugby ou de foot ou je sais pas quoi. Et tu dois vraiment rentrer relationnellement très fortement dedans jusqu'à ce que tu closes. Et comme c'est un gros deal, bah, ça rembourse le salaire du commercial pendant 1 an largement, tu vois. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est les PME. Parce que comme tu dis... Alors justement, voilà, j'ai une question, parce que moi je t'interromps. Si sur des tout petits comptes, il y a le marketing qui prend le relais pour ratisser large, pour faire simple. Oui. Si sur les très grands comptes, ça se joue principalement sur du relationnel. Il n'y a quasiment pas de marketing sur les boîtes qui vendent de très grands comptes, quoi. Ouais, c'est vraiment trouver des bons commerciaux qui ont les bons contacts et la Parce bonne que tu n'as chat. peut-être que 100 cibles. Dans tout en marché, il n'y a que 100 cibles. Donc ça ne sert à rien de faire de la pub métro, tu vois. C'est trouver les coordonnées des 100 directeurs des achats, Exactement. des 100 DSI. Alors tu as des fous qui ont fait des pubs, mais c'est très particulier. Ils vont cibler le métro de cette boîte-là, sur la Défense, et vont faire qu'une pub sur ça, juste pour donner une crédibilité, comme ça les mecs... Ils sortent du métro pour aller au travail. Ok, ça va, c'est une marque établie, exact. Mais une marque grand public, elle va devoir arroser tout Paris, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt pour elle, tu vois. Mais ouais, donc ça, c'est les grands comptes. Et donc, dans tout ce qui est dans l'entre-deux, les TPE, les PME, là, par contre, c'est beaucoup plus prédictible un peu, les ventes qu'on peut faire auprès d'eux. Et je veux revenir aussi sur quelque chose que tu évoquais, c'est quand tu disais tout à l'heure, les commerciaux prennent un listing et ils regardent, et là tu viens de dire aussi sensible. Je voudrais qu'on parle de la première étape qui est en fait déterminer une cible, une niche en fait. Ce qui est le plus important pour toi dans la façon d'actionner le levier commercial. C'est vrai que quand tu développes un produit, c'est beaucoup plus simple de le développer pour une niche bien définie. Genre, si tu veux, je dis n'importe quoi, développer un service de paye pour les entreprises, c'est sûr que si tu fais de la paye pour la restauration, c'est beaucoup plus simple parce que déjà le produit, tu le fais que pour la restauration, donc même
Pour développer ton produit, c'est plus simple. Tu n'as pas besoin de supporter toutes les conventions collectives. Tu cibles que celles de la restauration. Tu sais exactement quels sont les arguments de vente à force qui marchent sur la restauration, qui ne sont pas du tout les mêmes arguments de vente pour les autres. Et donc, tu as réduit ton marché. Tu fais une opération coup de poing pour percer sur cette petite partie du marché. Et après, tu élargis. Parce qu'en plus, il y a moins de concurrence, j'imagine, si tu es sur une tu es niche très l'acteur précise. spécialisé, déjà, par rapport à un acteur généraliste. Donc, tu peux dire, moi, je fais que la restauration, donc je connais tous les pièges. Et donc, tu as un discours meilleur. Tu peux même faire un prix un peu plus élevé que le généraliste, qui, lui, a moins de valeur ajoutée que toi. Et une fois que tu as gagné cette niche-là, tu commences à élargir. Donc, ça marche. Souvent, ça marche comme ça, dans les boîtes qui démarrent, parce que ça permet de réduire beaucoup les coûts de développement du produit et d'avoir un discours commercial hyper précis. Sauf quand le marché est complètement vierge, et là tu peux te permettre de rentrer en généraliste, mais en général on s'adresse quand même à des marchés qui sont saturés, parce qu'en France tout le monde a déjà fait tout à peu près, tu vois. Donc, mais quand même les niches ne sont pas servies très bien. Et donc c'est vrai que la vente, une fois que tu as bien réduit ta niche, déjà même quand tu fais une vente, souvent tu dois montrer des exemples de gens qui utilisent ton service. Et si tu as plein de gens dans le même secteur, dès que tu arrives chez un restaurateur, tu vas le montrer 10, alors que ton concurrent, il n'a pas autant d'exemples à montrer pour le secteur donné, tu vois. On en a beaucoup parlé dans les shorts. La preuve sociale, c'est un levier hyper important pour justement closer une vente. On a un biais psychologique qui fait que quand on voit que d'autres personnes ont validé, on a envie de valider. Oui, exactement. Et donc, la règle aussi, ce qui est important, c'est que à partir de quelle valeur client, c'est intéressant d'avoir des vendeurs. Donc, on a dit que quand c'est consommateur, en général, c'est moins de 100 € par mois. C'est pas assez gros pour que tu aies des vrais commerciaux. Par exemple, Netflix, c'est du 10-20 € par mois. Et jamais ils vont avoir des... tu vois, même, tu regardes SFR et compagnie, les trucs téléphoniques. Eux, ils ont des commerciaux à l'étranger. Parce que leur valeur client, elle est à 50, 70 par mois, selon le truc que tu prends. En général, d'ailleurs, quand ils passent par un commercial, ils vont essayer de te vendre le truc le plus cher possible pour rentabiliser leur commercial. On reparle des abonnements, là, oui. Les abonnements. Et ces commerciaux-là sont à l'étranger. Ils ne sont pas en France. Et donc, à partir de quand tu peux avoir des vrais commerciaux en France? Quand tu vends, par exemple, à une PME ou une TPE, c'est à partir de, je pense personnellement, à partir de 400-500 € par mois. Là, tu commences à peine, donc ça fait un peu moins. Je pense 10 000 € l'année. Là, tu commences à être à l'aise pour avoir des commerciaux. Un commercial doit faire 10 000 €. Non, si ton prix, si on te paye 10 000 € l'année, si ton client te paye 10 000 € l'année, donc c'est des entreprises qui te payent. Par exemple, je sais pas, si tu fais du nettoyage, si on te paye 10 000 € par an, que c'est de la marge, beaucoup de marge, là, tu commences à utiliser des commerciaux en France. Moins ça, c'est très dur, il faut faire du marketing. Et plus que 10 000, tu commences à être à l'aise. Et par contre, des ventes à 10 000, ça doit être des ventes qui ne prennent pas beaucoup plus que 2 mois. Parce que plus tu rallonges, plus le temps commercial va faire des efforts, ça augmente le coût. Et ça ne rentabilise plus, c'est plus rentable par rapport à ce qu'on te paye, tu vois. Et donc, ça, c'est un peu les règles que les gens doivent garder en tête. Mais à la fin des fins, une fois que tu as fait 3-4 mois, tu peux savoir combien ils ont apporté de clients, combien ça t'a coûté un client, combien ils te rapportent, et tu vois si l'équation marche, tu vois. Mais les règles déjà de base, si tu vends un produit à 120 € pour les entreprises par mois, déjà tu sais d'avance que tu ne peux pas avoir de commerciaux, donc tu dois avoir un plan marketing. Oui, c'est par exemple des SaaS comme font Adobe, qui vendent des abonnements, Photoshop et autres. Il n'y a pas de commerciaux, il n'y a personne qui va t'appeler pour te dire prends un abonnement Photoshop. Comme c'est 120 € par licence. Par tête, par licence, ils peuvent adresser des grands comptes en disant par exemple... Voilà. Je dis n'importe quoi, France Télévisions ou Canal+, vous avez exact. Eux, ils vont 200 graphistes ou 300 personnes. Et même des boîtes à 20 designers, comme ça commence à être 20 000 € l'année, ils peuvent commencer à les démarcher par des commerciaux. Mais du coup, leurs commerciaux, c'est très simple pour eux. Ils ont affiché des boîtes où il y a tant de designers sur LinkedIn et c'est ça leur cible. Tout ce qui est plus bas, ils laissent le marketing faire. Et tout ce qui est plus haut, ils ont des vrais commerciaux, des gestionnaires de compte. Des grands, des gestionnaires de compte, des key account managers, des CAM. Exactement. Parce qu'en plus de ça, ces mecs-là, une fois qu'ils t'ont signé, ils vont te travailler pour que tu prennes d'autres modules en plus, pour être sûr que tu ne te désabonnes pas. Et puis c'est très contraignant aussi les grands comptes parce que tu as des impératifs de fiabilité, de SAV. Ils veulent toujours avoir quelqu'un au bout du fil s'ils ont un problème, qui soit très réactif.
Donc, c'est aussi d'autres Voilà. inconvénients. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les PME, c'est plus intéressant quand tu démarres. Non seulement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un risque, c'est que les grands comptes, au bout d'un an, s'ils n'ont pas signé avec toi, bah, tu peux couler. Tu dépends entièrement d'un seul deal. Alors que les PME, tu peux en signer plein en un an et tu vis. Mais il y a aussi l'autre truc, c'est que quand tu fais un produit pour les grands comptes, les exigences sont très élevées. Ça doit passer plein de filtres légaux, plein de filtres de fiabilité. Tu as des sanctions hyper lourdes si ton service s'arrête. Tu as des responsabilités lourdes. Alors qu'une PME, son exigence, elle est beaucoup plus faible. Donc tu peux faire un service archaïque au début, tu peux le vendre. Tu n'as pas besoin d'un million, 2 millions de budget de développement du produit avant qu'il soit vendable, tu vois. Donc généralement, les boîtes, beaucoup de boîtes tech commencent sur les PME et après montent. Au fur et à mesure qu'ils ont du budget, ils commencent à investir et ils commencent à essayer de choper des boîtes plus grosses, tu vois. Nous, par exemple, chez Legal Place, on a commencé que sur les entrepreneurs qui démarrent. Et au fur et à mesure, on a commencé à avoir des PME. Donc, on est monté. Et donc, on a des boîtes qui sont établies maintenant, qui consomment du Legal Place. Mais tu en as plein des exemples, tu vois. Salesforce, qui est le plus gros outil de commerciaux au monde aujourd'hui, CRM, ils ont commencé aux États-Unis par la partie PME. Et après, ils sont montés vers le grand compte. Ah, je savais pas. Ouais. Je reviens sur justement le ciblage maintenant des ventes sur les PME. Comment on fait concrètement une vente? Qu'est-ce que c'est les étapes? Comment on découvre le client? Comment on arrive à le convaincre? Comment on close? Et juste avant, même Shopify, qui est aujourd'hui le plus utilisé en e-commerce, ils ont commencé par les très petites boîtes comme nous, ensuite PME, et maintenant ils sont même utilisés par les très gros marques. C'est la partie e-commerce des plus grosses marques, tu vois. Je ne sais pas si Nike les utilise, mais il y a des très grosses marques comme ça qui sont derrière, qui utilisent Shopify, tu vois. Mais au début, c'était vraiment pour faire une petite boutique très simple par n'importe quel commerçant, tu vois. Et alors, les étapes d'une vente, donc, genre, je vais enlever la partie consommateur et je vais enlever la partie grand compte. C'est ça. Et je vais juste garder la partie PME parce que les grands comptes, il n'y a pas de vraie structure dans la vente, tu vois. Sur les grands comptes, il y a énormément de relations à construire, détecter les décisionnaires, essayer de faire des meetings, des réunions où les décisionnaires sont présents. C'est de l'art, plus de l'art que de la science, quoi. Alors que la vente pour les PME, c'est une science parce qu'il y a des chiffres, c'est systémique. Et c'est, comme tu disais, c'est prédictible, c'est-à-dire que tu peux à un moment savoir combien tu vas signer le mois prochain. Parce que tu sais tes commerciaux, combien ils peuvent closer en pourcentage de prospects. Tu sais combien de prospects arrivent chez toi tous les mois. Et tu arrives à savoir en avance que tu vas signer 10 000 € de chiffre en plus ce mois-ci. Et en fait, c'est très codifié aujourd'hui. Donc tu as plein de sources. On mettra peut-être des noms de livres dans la vidéo parce qu'on nous a demandé beaucoup la dernière fois ça. Mais en gros, tu as tout un déroulé qui doit être respecté. Donc, la première étape, c'est... Donc, tu découpes ta vente en 3 ou 2 calls. Okay, selon la taille de ta cible, si c'est une cible très petite, tu essaies de vendre en un seul call. Si c'est une cible un peu moyenne qui fait peut-être 10 000 € l'année, 10-20 000, tu peux faire en 2. Si c'est beaucoup plus gros, tu peux même faire en 3 calls. Tu peux supporter ça, tu vois. Le premier call, c'est un call où tu dois découvrir, c'est pour ça qu'on appelle ça discovery en anglais, tu dois découvrir ton client au max. Donc c'est un call où tu ne dois pas parler du prix, tu ne dois pas parler du produit encore. Tu dois vraiment écouter ce que le client a comme problème, a comme besoin. Alors comment on fait pour les faire parler justement les clients? Il faut arriver à le faire parler. Alors parfois tu tombes sur des clients qui parlent facilement. Eux, tu vas juste... La technique, c'est de ne pas couper, c'est tout. C'est de se taire. Question ouverte. C'est difficile de se taire parce que les commerciaux, ils veulent parler. donc ça, c'est un énorme truc. Il faut se taire pendant tout le temps que la personne parle et juste prendre des notes. Noter les vrais trucs qui sont pénibles et relancer avec des questions. Par exemple, s'il y a des questions importantes pour que tu saches exactement qu'est-ce que tu mets dans l'offre, ben, tu dois les poser. Et tu dois essayer au maximum faire parler les clients, même si c'est quelqu'un de nature à ne pas trop parler. Tu vois, il y a des gens qui parlent très très peu et qui peuvent se taire et c'est gênant et tu n'arrives pas à les faire parler. Et en fait, ton seul objectif pendant ce call, c'est de les faire parler. Donc il faut s'en sortir comme ça. Et c'est de ne pas vendre.
t'es pas encore dans la vente, tu vois. T'es pas en train de dire notre truc c'est incroyable, etc. T'es plutôt en train d'écouter au max et de les faire parler sur les sujets qui t'intéressent le plus. Et à chaque fois que tu coupes ton client, ton prospect, tu es éventuellement en train de perdre des informations très précieuses. Donc il faut éviter au max de couper. Et il faut aussi, c'est très important, éviter de se faire entraîner par le client. Parce que le client va peut-être lui-même vouloir te poser des questions. Et quand tu es dans un jeu où c'est toi qui poses les questions, il ne faut pas qu'il renverse le jeu. Tu vois, il faut que tu restes dans cette relation-là. Et donc, c'est très difficile pour certains d'éviter les questions. Mais il faut dire, t'inquiète, on va y arriver après. On va en reparler après, tu vois. Et moi, j'ai vu beaucoup de commerciaux. Au début, ils ont beaucoup de mal. Et leur terreur, c'est qu'on leur pose la question alors que c'est interdit de répondre. Tu vois. Donc, tu leur dis, en tant que manager, tu dis, il ne faut pas répondre au prix. On ne peut pas donner de prix encore. Et Pourquoi Pourquoi je veux dire, mais la terreur, c'est quand tu dis ça aux commerciaux, c'est oui, mais s'ils me posent la question, comment j'évite? Alors qu'en fait, c'est simple. Tu peux juste dire à quelqu'un, j'y viendrai après. Mais les gens, psychologiquement, en tant que commerciaux, ils sont terrifiés par ça. Donc, en général, quand tu dis à quelqu'un, je vais y venir, tu dis, ok, je t'écoute. Et en fait, le prix, c'est très simple. C'est si tu n'arrives pas encore à formuler la valeur ajoutée de ce que tu proposes, le prix n'a aucun sens, enfin, il va tout de suite trouver que c'est cher, il va juger ton prix sans connaître la valeur que tu apportes. Ça me fait penser, il y a plein de sites Ouais. où justement pour la proposition de service, quand tu vas sur le site, il y a écrit, il n'y a pas le prix, il y a écrit nous contacter Oui. ou démo sur demande, justement, je pense, pour éviter que les gens se mettent des objections avant même que tu aies pu présenter ton discours et tes arguments. En fait, quand tu remarques, les sites où il n'y a pas le prix, il y a beaucoup de sites où il n'y a pas le prix, c'est des sites qui ciblent des boîtes de cette taille-là. Parce que c'est pas le marketing qui ramène les clients, c'est vraiment de la vente. Et donc, quand c'est du consommateur, tu as toujours les prix. Parce que le consommateur doit pouvoir acheter tout seul. Mais quand tu t'adresses à des boîtes, les boîtes n'achètent pas toutes seules sur une plateforme en général. Elles doivent passer un coup de fil, parler à un commercial. Le commercial essaie de les comprendre, formule une offre et fait un devis. Et comme ils veulent se réserver la possibilité de faire un devis, du coup, ils te donnent pas un prix sur le site. Et plus tu t'adresses à des grosses boîtes, plus le service va pas afficher de prix. Parce que jamais Google, quand ils vont acheter un service, jamais ils vont l'acheter sur Internet tout seul. Ils vont mettre une carte de crédit, tu vois. Ils vont te contacter. Ils vont racheter le site d'abord. Ils peuvent t'acheter, ouais. Et du coup, quand tu vends à des grosses boîtes ou à des moyennes boîtes, tu vas pas mettre le prix, sauf si ton prix il est à 100 € par mois ou 25 € par mois. Là, tu n'as pas le choix, tu mets un tunnel où le mec paye par carte de crédit le plus simple possible parce que tu veux absolument pas perdre du temps avec le prospect, tu veux qu'il fasse tout seul. Et donc, quand c'est 10 000 € par an, ou par mois, c'est pire, tu n'auras pas le prix. Et donc, le commercial va faire ce que je suis en train de dire. Si tu le contactes, il va passer une demi-heure à t'écouter, à te poser plein de questions. Parfois, ils ont des questions toutes faites pour savoir qu'est-ce qu'ils te proposent à la fin. Et il va essayer d'éviter. Moi, j'en ai plein de discussions où je commençais direct, mais ça coûte combien? Et ils disent non, mais est-ce que je peux te poser 2-3 questions avant? Et ils sont hyper entraînés. Tu peux tester en fait en live des solutions comme ça, tu verras, ils te donneront jamais le prix. Et ils te donneront peut-être dans un autre rendez-vous. Ils vont te dire attends, laisse-moi poser les questions, après je reviens vers toi avec une offre. Oui, donc là on était sur la phase de discovery. Oui. Premier conseil, donc discovery, on écoute, on fait des questions ouvertes. On écoute, questions ouvertes, on pose les questions les plus importantes. Parfois par exemple, tu fais pas la même offre si c'est un restaurant fast-food ou si c'est un restaurant HF. Gastronomique, ouais, par exemple. Parce que peut-être qu'ils ont sont pas les mêmes problèmes. Donc en fait, tu es obligé de savoir la nature de ton prospect, s'il t'appelle. Tu as besoin de savoir combien ils sont, parce que peut-être c'est pas la même offre s'ils sont 10 versus s'ils sont 30. Et donc tu dois dérouler tes questions et comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin comme... Et quand tu as compris tout ça, soit tu sépares en 2 appels différents, soit ton produit est simple et en fait tu peux tout poser en 15 minutes et formuler l'offre directement. Et t'as pas besoin de... Tu vois, surtout si tu as tout... Les décisionnaires, c'est simple parce que c'est des petites boîtes. Mm-hmm. Tu as un seul mec qui décide et il est toujours là de toute façon dans le call. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire de ramener le décisionnaire dans l'autre call. Et donc, tu peux tout closer dans le premier. Je fais un petit aparté justement. Oui. Comment on fait pour savoir qui est le décisionnaire dans une réunion où il y a plein de personnes? Est-ce qu'il y a des techniques ou est-ce qu'il y a des questions à... Alors, le truc le plus fiable, c'est qu'en général, tu as fait plein d'appels
avec ce type de boîte et tu sais qui sont les décisionnaires sur ce sujet en particulier. Est-ce que c'est le directeur financier? Est-ce que c'est le directeur RH? Est-ce que c'est le président? Mais en fait, la réalité, parfois, tu peux juste poser la question. Si généralement, c'est le directeur financier qui décide et tu l'as en face de toi, tu peux lui dire, est-ce que ça doit être validé ou est-ce que vous avez le budget? Parce que parfois, le directeur a déjà le budget. Donc, il fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est des boîtes où le président est très main dans le cambouis. Donc, il doit absolument tout signer. Donc, c'est une des questions, justement, à poser dans le déroulé. Comme ça, tu coches une case. Tu dis, OK, on peut closer tout de suite. Ou, OK, il faut que je le ramène. Il faut que je convainque l'autre. Donc, ça serait bien que l'autre soit présent la prochaine fois. Tu vois? J'ai entendu des gens dire qu'il y avait une question qui était éloquente, c'est de dire, quand il y a les gens en face de toi pour savoir qui est le boss, tu dis, qu'est-ce qui ferait que cette vente ne puisse pas du tout se faire? OK. Ils disent en général, les gens se retournent vers la personne. Tu vois, Le body language fait que tu sais. ils se retournent vers le mec. Ils attendent qu'il parle. Le mec ou la femme qui dit dire. Pour moi, c'est ça qui est Oui. le no-go. Ouais. Donc après la discovery, c'est quoi l'étape après la discovery Et ça, c'est les rencontres physiques dont tu parles. C'est vrai qu'aujourd'hui. Ouais, c'est plus dans les grands comptes, quoi. Ouais. C'est les réunions avec les grands comptes Oui. quand tu fais des pitchs, etc. Aujourd'hui, la chance, c'est que tu n'as plus besoin de. Quand tu as des petites cibles de PME, tu n'as plus besoin d'aller physiquement. T'imagines, avant, les commerciaux devaient aller Ouais. booker un rendez-vous, partir en chemise, en cravate et tout. Aujourd'hui, tu fais tout en visio, sauf si c'était de très gros deals. Mais des deals à 10 000 € l'année, tu fais entièrement en visio aujourd'hui. Tout se signe, tu envoies la presse. Enfin, c'est une chance parce que ça fait moins de coûts. Vous, chez LegalPay, c'est principalement en visio Oui. aussi, l'école? Nous, sur LegalPlace, on a deux types de ventes. T'as des ventes pour des quasi-consommateurs parce qu'ils n'ont pas créé leur boîte encore, ils vont le créer. Et ça, c'est un panier qui fait qu'on peut se permettre de passer un coup de fil, mais ça doit se signer tout de suite et on ne peut pas faire des démos et 3 calls, etc. Et puis, tu as les produits pour PME où là, ça se fait sur 2 appels différents avec tout ce que je suis en train de t'écrire. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on fait chez LegalPlace. Donc, c'est par visio. D'accord. Après la discovery, qu'est-ce que c'est les deux étapes Une fois que la discovery est finie, tu sais exactement qu'est-ce qu'il attend comme solution. Et donc, si tu as une offre assez large, tu vas sélectionner que ce qui intéresse le client. Donc, tu vas pas lui dire, tu vas pas lui montrer tous les services, tu vas juste dire les 2 qui l'intéressent le plus ou le service qui l'intéresse. Et donc, tu peux mettre un prix sur ça. Tu vois, si le mec, tu sais qu'il va pas utiliser tout et ça n'a pas beaucoup de valeur pour lui, peut-être que tu vas me proposer un prix plus bas. Comme tu peux mettre le prix que tu veux maintenant, parce qu'il n'est pas public le prix, tu peux faire un truc sur mesure. Et si le mec, tu sais que ça a beaucoup de valeur pour lui, ben, tu mets un prix un peu plus élevé, tu sais qu'il va acheter. Et surtout, tu ne vas pas présenter un prix comme ça qui n'a aucun lien avec la valeur ajoutée. Tu vas dire, voici comment on va solutionner ton problème. Tu montres, tu fais la démo si c'est un software, ou tu montres des exemples de boîtes similaires à qui tu as solutionné le problème et tout. Et tu dis, pour ce service-là, pour cette valeur ajoutée-là, ça va te coûter tant. Donc le prix vient à la fin de la démonstration. La démonstration doit montrer que le service est très bon. Et éventuellement, avant le prix, tu dois essayer de savoir s'il y a des objections. Donc en fait, le mec t'écoute. Et peut-être que dans sa tête, il y a des blocages déjà qui commencent avant même que tu parles du prix, il est déjà bloqué. Et en fait, la technique, c'est il faut arriver à dénicher qu'est-ce qui bloque dans sa tête, tu vois. Il y a toujours une ou deux objections, tu vois. Donc l'art d'essayer de trouver ces objections-là, parfois les mecs vont les dire, ils vont être très honnêtes, et parfois ils vont les garder, tu n'arrives pas à les détecter. Et en général, ils viendront quand tu parles du prix. Parce que quand tu parles du prix, ils vont dire c'est cher. Par rapport à ce que ça eux, peut rapporter ou par rapport eux, ils disent juste c'est cher. Non, mais en fait, quand tu dis c'est cher, ce que tu vas te dire dans ta tête, Oui. c'est que c'est pas cher dans l'absolu, c'est toujours exactement par rapport à quelque chose. Exact. Et c'est une fausse objection. Parce que les objections, en général, les vraies, c'est jamais le prix. Les objections, c'est oui, mais ça répond pas vraiment à mon problème. Ça, c'est la vraie objection, tu vois. Et tu lui demandes mais pourquoi ? Et en général, soit peut-être qu'il a mal compris ce que tu as dit et tu vas lui expliquer encore mieux. Il dit ah, ok, maintenant je comprends, ça règle vraiment mon problème, c'est cool. Si t'as pas pu faire ça et que tu arrives au prix, les mecs, en général, pour ne pas te dire que ça leur sert pas à grand chose, ils vont juste dire c'est cher. Et quand ils te disent c'est cher, c'est là où il faut creuser parce que tu te dis ok, il y a une vraie objection derrière que j'arrive pas à capter et c'est masqué par le fait, il la masque lui en disant c'est cher et donc c'est cher par rapport à quoi ? C'est une des questions qu'on pose, c'est ok, c'est cher par rapport à quoi ? Et là il va te dire oui, mais moi aujourd'hui je le fais déjà comme ça
Et il y a mon assistante qui fait pour moi, par exemple, on le fait en interne et tout. Donc, en fait, j'ai pas envie de payer un truc en plus. Donc là, tu as compris l'objection réelle. L'objection réelle, c'est on le fait déjà. Je ne suis pas convaincu que te le déléguer est une vraie économie pour moi. Et donc, démontre-moi si tu peux. Mais pour moi, je ne suis pas convaincu. Et donc là, tu vas dire, ah, ok, je vois maintenant, elle le fait. Est-ce que tu sais exactement combien de temps elle passe dessus? Est-ce qu'il y a du temps caché? Tu as l'impression que ça ne lui prend pas beaucoup de temps, mais en fait, c'est beaucoup de temps, etc. Tu vas essayer de le convaincre que quand l'assistante le fait, c'est pas un très bon usage de son temps parce qu'elle se plante, parce que et tu as des frais cachés du fait qu'elle se plante, etc. Et là, il va dire, ok, maintenant je comprends la valeur du truc, et donc par rapport au prix, c'est rien, je cite, tu vois. Et donc, c'est ça l'art de détecter les objections. Euh, et d'ailleurs, quand tu annonces le prix, il y a un truc de ouf, c'est que la plupart des gens, ils ont trop peur du moment où ils annoncent le prix, parce qu'ils ont peur de comment il va recevoir le mec en face. Et cette peur fait qu'ils meublent. Donc ils disent le prix, mais ils disent mais avec ça vous avez nanana. Et tu vois, ils essaient de meubler ça en parlant, en disant mais t'inquiète, il y a des trucs en plus, et puis c'est fou. Et en fait, c'est très mauvais de faire ça. Parce que ça donne l'impression que c'est cher, quoi. Que c'est un peu. C'est hésitant, Ouais. tu vois. En gros, quand tu affiches le prix, il faut juste se taire. Et laisser le client parler, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il va peut-être exprimer des choses importantes, etc. Et c'est un peu le premier qui parle qui perd. Tu vois, c'est comme un jeu, tu vois. Mais les gens, ils ont trop peur de ce moment-là. Mais une fois que tu le fais, 1, 2, 3 fois, c'est bon. Tu es habitué, tu sais qu'à ce moment-là, tu te tais. Le mec, il parle, il te dit ce qu'il a vraiment derrière la tête qui bloque. Tu sais, si tu découvres pas l'objection et que tu t'arrêtes à c'est trop cher, tu as raté peut-être une vente. Parce que peut-être que si tu avais expliqué un truc en plus, il aurait compris, ça aurait débloqué la vente. D'ailleurs, est-ce que le fait de commencer sur des niches très ciblées, ça permet de se roder, de récupérer les premières objections pour être ensuite plus Ouais, dans tous rodé les et cas, d'avoir son traitement d'objection quand tu vas aller sur des cibles plus larges, quoi. Ou dans sur tous des- les cas, quand tu crées un nouveau service, le fondateur, c'est lui qui doit faire ces ventes-là parce que au début, personne de mieux que toi n'est placé parce qu'il faut vraiment détecter toutes les objections qui existent, savoir comment répondre à ces objections, écrire tout ça et le donner aux premiers commerciaux que tu recrutes. C'est pas les commerciaux que tu recrutes qui vont faire ce travail pour toi parce que c'est trop un travail de fondateur, tu vois. Eux, ils sont là pour dérouler un schéma qui marche. D'ailleurs, tu vas pas recruter un mec et payer cher alors que le schéma ne marche pas encore. Donc tu dois faire marcher le truc, arriver à closer 2, 3 mecs sur 10 au téléphone. Ça devient un peu une statistique. Et une fois que tu sais que mécaniquement, en répondant aux objections de cette manière-là, en présentant les valeurs ajoutées de cette manière-là, et avec ce prix, en converti 3 sur 10, tu dis ok, maintenant la performance, elle est répétable. Et tu ramènes les gens pour répéter cette performance-là sur un volume, tu vois. D'où la possibilité de prévoir ensuite le chiffre d'affaires que tu peux faire avec un nombre de commerciaux. Voilà. Voilà. Après, tu peux prédire parce que tu sais que on close 3 sur 10. Alors peut-être qu'ils seront moins bons que toi. Ils vont closer 2,5 sur 10. Mais tu sais que tu as tous les mois tant de nouveaux prospects qui te découvrent. Et tu fais fois 25, enfin 2,5 machin. Et donc tu sais combien ils vont closer en fait. Selon le nombre de commerciaux que tu as, tu sais combien tu vas faire de ventes. Nous, on arrive aujourd'hui sur la partie PME à quelques milliers d'euros près. Savoir exactement les chiffres qu'on va faire dans les mois qui viennent en fait. Tu as Discovery, démonstration avec dénicher les objections, etc. Et la troisième étape, c'est la négociation. Parce qu'en général, quand le mec, tu lui as montré la valeur ajoutée, quand tu as annoncé le prix par rapport à la valeur ajoutée, tu as sorti les objections au max, c'est bon, il est mûr, il va acheter. Maintenant, il va négocier avant de clôturer. Comme on parle d'entreprise, les prix ne sont pas publiquement affichés, etc. Il sait qu'il peut négocier. Et ça se négocie toujours les entreprises entre elles. Il n'y a pas un prix étagère, tu vois. Et donc, à un moment donné, il va essayer de choper un truc. En général, ce moment-là, pour closer, tu lui donnes quelque chose, tu vois. Tu sais qu'en lui donnant quelque chose... Alors, il y a des gens qui closent direct au prix que tu as annoncé, mais c'est rare quand même aujourd'hui. Et tu sais à ce moment-là que c'est qu'une question de prix. Parce que normalement, si tu as fait bien le travail, tu as déjà enlevé les objections. Donc, si le mec te dit « Ah, je vais réfléchir, c'est un peu cher, machin », alors que tu as travaillé toutes les objections, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en disant est-ce que vous avez encore d'autres objections? C'est bon, c'est fini, maintenant tu as annoncé le prix, tu as essayé de sortir les objections. Maintenant on parle que de prix. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est de réduire le prix un petit peu pour essayer de donner le dernier coup et le closer. Il ne faut pas le laisser traîner longtemps parce que si tu le laisses
traîner longtemps, c'est de la perte Le perdre d'argent. d'avance, Ouais. Donc en fait, c'est soit tu le closes, soit tu le sors de ta liste de prospects. Tu vois? Parce que toi, tu as une liste, ce qu'on appelle un pipeline. Tu as ta liste de prospects que tu es en train de travailler. Il y en a certains qui sont à l'étape 1. À différents degrés de maturité, Ouais, voilà. étape 2, étape 3. Et tu as aussi des gens que tu sors du pipeline et qui sont en close, en fermé, dossier fermé. Et tu ne peux pas laisser un truc s'accumuler de 6 mois et c'est pas fermé. Donc tu dois te donner une date limite en disant au bout de 3 semaines post-négociation, s'il n'y a rien, je le sors. Peut-être que dans un an, je vais les réouvrir, mais pour moi, il n'est plus une opportunité. Et les opportunités ouvertes, elles ne doivent pas être très anciennes. Et donc, toi, pour closer le plus vite possible, il vaut mieux donner 5% de réduction et le closer maintenant que traîner 2 mois pour absolument vendre au prix. Et c'est là où tu vas utiliser la négo comme arme, mais tu n'as plus aucune autre. Tu ne peux plus revenir en arrière, ça ne sert à rien de faire une nouvelle démo. Parce que je vois des débutants qui font non, mais vas-y, je te refais, on refait un call pour que je te réexplique. Et en fait, c'est trop tard là, c'est bon, tu n'as pas le temps et de l'argent pour ça. Tu vas juste dire ok, je te fais 20% de réduction si tu signes vendredi soir. Genre on est jeudi. Si tu signes vendredi, Et là, s'il dit ok, tu lui dis un truc en retour, tu lui demandes un truc en retour parce que tu lui as donné un geste, il y a par réciprocité, il va accepter ce que tu lui demandes. On demande toujours, c'est la grande leçon qu'on a, c'est soit Ouais. on demande un témoignage client, Oui. soit on demande à ce qu'il nous présente d'autres prospects potentiels. Ouais. Mais voilà, il doit Soit il toujours donne avoir un une avis contrepartie. sur Voilà. Internet. Tu as toujours un une avis, contrepartie. Exactement. Tu as toujours une contrepartie parce que de toute façon, tu lui as donné il sait que tu lui as cédé. Donc, il va te faire un réciproque, tu vois. Et donc, l'erreur à ce moment-là de la négo, c'est pas grave de faire une bonne réduc si c'est tout ce qui manque pour closer, tu vois. Mais l'erreur, c'est de commencer à revenir en arrière en disant je vais te prouver encore plus qu'il y a de la valeur ajoutée parce que soit la décision est prise dans sa tête, il veut acheter et il veut juste un coup de pouce, soit en fait, tu n'as pas réussi à découvrir dans sa tête, ouais, il a jugé ton prix face à une valeur ajoutée qui est assez faible pour lui et tu vas rien changer pour lui dans sa tête, tu vois, c'est fini. Donc, vaut mieux la mettre en lost opportunity ratée, perdue, et travailler un autre prospect qui mérite ton temps plus que celui-là, tu vois. Okay. Donc voilà les grandes étapes d'une vente sur des ventes de cette taille-là, pas grand compte, PME. Alors parfois c'est des grands comptes, mais sur cette tranche de prix, tu vois, sur des prix à 2000, 3000 euros par mois, il n'y a pas besoin de relationnel. Les grands comptes achètent aussi ce service-là, tu vois. Quand tu es dans cette tranche-là, 2 mois, 3 mois maximum pour une vente, entre la prise de rendez-vous et le truc. Alors, il y a un dernier truc peut-être, c'est que les gens qui prennent rendez-vous, c'est pas forcément les commerciaux. Donc, si tu as une liste de gens à démarcher, on appelle ça des SDR. Et les SDR, c'est des gens qui sont juniors, en général. Tout leur job, c'est d'appeler un maximum de fichiers dans la cible. Tu sais, tu as parlé de... Tu as 10 000 cibles de gens qui sont dans la niche. Eux, ils vont les démarcher un par un pour essayer d'obtenir des rendez-vous pour tes commerciaux. Et une fois que le rendez-vous est là, c'est le commercial qui va faire la discovery, la démo et la négo, en gros. On a quelqu'un pour mettre un coup de pied dans la porte et après, c'est l'artillerie lourde qui Ouais, arrive. Ouais. exactement. Et une fois que le SDR est devenu très rodé, tu vas le tester un peu sur des premiers rendez-vous pour le passer en commercial. S'il est bon, en général, c'est comme ça. Tu commences à SDR, tu fais tes preuves et tu montes. Et les meilleurs commerciaux ont toujours les meilleurs prospects. Les plus faciles doivent aller chez les meilleurs commerciaux. Et ça, les gens, ils comprennent pas parce qu'en général, tu dis, OK, mon meilleur commercial doit prendre les prospects les pires parce qu'il va pouvoir les convaincre. En fait, non, parce que tes meilleurs prospects, ces prospects où tu sais d'avance que c'est ceux qui vont convertir, tu veux absolument pas les rater. Donc, tu leur donnes à tes top commerciaux. Je pense aussi qu'ils vont plus vite convertir, donc le ratio il est peut-être plus intéressant aussi. Et tu les récompenses parce que comme ils ont été bons dans le passé, ils savent qu'ils vont avoir de la crème des prospects. Donc ça fait qu'il y a une concurrence de OK, je commence, j'ai les pires prospects, mais si je fais mieux que les autres, ils vont me donner de meilleurs prospects, je vais gagner plus. Okay. Exactement, ouais. Et tu veux surtout pas rater ces mecs-là, c'est les meilleurs prospects que tu as. Il faut qu'il y ait 100% de chance de les convertir. Tu ne vas pas les donner à un commercial qui risque de perdre la vente bêtement, tu vois. Donc tu peux scorer des prospects à l'avance. Tu peux statistiquement savoir qu'une boîte dans cette région-là, où le fondateur, je sais pas, il a tel âge, ça convertit beaucoup plus facilement que d'autres. Et donc à l'avance, tu peux savoir noter, dire ok, ça c'est un prospect premium, ça c'est un prospect cheap, etc. Tu vois. Rassem, merci. Je crois qu'on a donné beaucoup d'infos dans cet épisode. C'est un autre level que ce qu'on fait d'habitude. C'est pour des boîtes
plus développé. On n'est Ouais. pas sur de la vente en direct. On va parler aussi d'autres sujets en vente. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on évoque. Et puis merci beaucoup, on se voit très vite. Yes, à très vite.